Raphaël Jacob, Michel Séauger, Catherine Loubier, bonsoir. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Les sujets se bousculent encore cette semaine, mais aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cet appel entre Mark Carney et le président Trump. On va aller écouter les deux réactions après l'entretien, puis on revient ensuite. We had a very good conversation. Mark called me today at 10 o'clock. We put out a statement. We had a very, very good talk. We're going to end up with a very good relationship with Canada and a lot of the other countries. Some we probably won't. It won't be so pleasant. Nous avons eu, Monsieur le Président et moi, nous avons eu une discussion très productive, très constructive aujourd'hui. Et on a fait du progrès aujourd'hui, mais c'est le commencement des négociations. Et on verra ce que les États-Unis va faire le 2 avril. C'était encore le cas. C'est encore le cas qu'il y a des tarifs contre les biens canadiens. Échange productif, échange constructif. Le président Trump qui l'appelle Mark et qui dit qu'il est premier ministre et non pas gouverneur du Canada comme il le faisait avec M. Trudeau. Raphaël, qu'est-ce que ça vous dit, ce changement de ton? Peu de choses, Catherine. C'est un homme qui peut dire une chose, son contraire le lendemain et le contraire du contraire le surlendemain. Donc, ce qui est évident, et c'est vrai depuis des mois, c'est que les relations interpersonnelles ne pouvaient pas être pires qu'elles ne l'étaient avec Justin Trudeau. 50 fois, on peut évacuer ça. C'est une évidence même. Au-delà de cela, sur le fond, je vous soumettrais que c'est surtout ça qu'on devrait surveiller. Et sur le fond, aux dernières nouvelles, il n'y a rien qui a changé. M. Carney l'a dit lui-même, et Louis Blouin l'a dit plus tôt à l'émission. On verra la semaine prochaine. Donc, non seulement la rhétorique du président est appelée à changer continuellement, ses politiques tarifaires également. Donc, faisons preuve en ce qui me concerne de prudence et surtout de patience. Michel? Il faut quand même noter une chose. M. Carney avait mis comme préalable à ces négociations-là, si on peut les appeler comme ça, je pense qu'on n'est pas encore rendu au stade des négociations, mais il avait mis comme préalable la reconnaissance de la souveraineté du Canada et donc le fait que le gouvernement américain acceptait d'arrêter un certain nombre de choses. Alors, il l'a appelé premier ministre et pas gouverneur, il a mentionné son nom, et dans la dernière phrase du communiqué, on dit qu'on va travailler ensemble pour le Canada et les États-Unis. Deux pays souverains dans la même phrase, sur le même pied d'égalité. Ça, c'est nouveau. Il n'y a plus de 51e État, il n'y a plus d'affaires de même. Alors ça, c'est le préalable à la négociation qu'avait mis M. Carney, ça a été accepté. Je ne dis pas que ça règle tout, puis je ne dis pas qu'on n'aura pas d'autres surprises. Raphaël a bien raison de dire, prenez votre temps avant de boucher le champagne, mais il y a quand même eu quelque chose là. Voici des mots qu'il ne disait pas sur Justin Trudeau. Catherine? Oui, je vais prendre mon temps avant de déboucher le champagne, moi aussi, parce que quand j'ai lu aussi cette histoire de nouvelle entente sur l'économie et la sécurité, M. Carney s'est exprimé après, et puis il a dit la gestion de l'offre, la langue française, la culture, il n'y a pas de compromis là-dessus. Mais il est revenu en précisant aussi qu'il n'y a aucun compromis des Américains sur l'acier, l'aluminium, sur les tarifs auto. Il n'y a pas de garantie, en tout cas. Et il a dit... Non, mais il a dit ça, c'est pas sur la table, mais tout le reste, ça se peut que ça soit sur la table quand il y a eu la question, entre autres, de la taxe sur les services digitaux. Donc, je pense ce que ça laisse présager, c'est qu'ils ont pesé le bouton reset, comme on dit, là, sur une entente. Mais quand on dit qu'on a une nouvelle entente, c'est parce qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, qu'est-ce qui a été dit vraiment dans l'appel pour qu'il y ait une détente apparente de cette manière-là? Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Puis je trouve que c'est spécial aussi, venant d'un premier ministre non élu, qu'on ne puisse pas avoir Je comprends qu'il y a des choses qui sont sensibles, là, ce côté de la sécurité, mais qu'on ne puisse pas avoir un transcript plus précis de ce qui s'est dit pour provoquer cette détente-là. Puis je dirais aussi, pour moi, ça a été une intervention, pas qu'on est surpris de M. Trump, là, mais c'est une intervention dans l'élection canadienne quand il dit « je te reparle après ton élection », comme si c'était scellé d'avance. Là, c'est pas juste moi qui le dis, j'ai lu beaucoup d'analyses et puis c'est ce qui semble être la compréhension de bien des analystes. Mais donc voilà, moi, retenons notre souffle, attendons 24 heures, 48 heures, attendons de voir ce qui se passe avec les tarifs. C'est vrai qu'il y a des signaux que peut-être que ça n'aurait pas lieu ou pas lieu aussi intensément qu'on aurait pu le croire le 2 avril. On verra. Pendant ce temps-là, si on ne parlait pas d'annexion du Canada ou de 51e État, J.D. Vance, lui, est au Groenland. En fait, il est sur une base militaire américaine.
Et puis, il a lancé ce message aux habitants du Groenland. On va l'écouter. This territory, Greenland, really matters for the security of the United States. It's extremely vulnerable right now. And if the people of Greenland were willing to partner with the United States, and I think that they ultimately will partner with the United States, we could make them much more secure. We could do a lot more protection, and I think they'd fare a lot better economically as well. This has to happen. And the reason it has to happen, I hate to say it, is because our friends in Denmark have not done their job in keeping this area safe. Le Danemark n'a pas fait son travail. En fait, J.D. Vance était, je le disais, sur la base militaire américaine au Groenland. Il n'était pas le bienvenu, ou en tout cas, sa femme ne l'était pas, semble-t-il, au Groenland même. Mais c'est quand même symbolique comme visite, Michel. Oui, c'est symbolique comme visite. Puis je pense même que ça a un lien avec ce qui s'est passé à la Maison-Blanche avec M. Carney. Là, on dirait que les Américains ont dit que le point focal de leur relation extérieure, c'était le Groenland. On ne peut pas commencer à assimiler un pays du G7 puis aller chercher le Groenland en même temps. C'est trop d'ouvrage, ça. Là, ils sont... Passez-moi l'expression, minder Groenland. Le président Trump le dit à chaque fois qu'il le peut. Sauf que c'est pas plus simple. C'est un territoire qui appartient au Danemark, qui a un mouvement indépendantiste, mais on verra si, au nombre d'habitants qu'il y a au Groenland, cela est possible. Mais il est clair que l'administration américaine ne lâche pas le morceau sur le Groenland. Et encore une fois, on a vu M. Vance dire encore, c'est encore la faute des Européens. Le Danemark n'a pas fait une belle job ici, là. C'est la faute des Européens. Nous, on va vous protéger. Je suis pas sûr qu'il faudra peut-être demander aux gens du Groenland s'ils pensent que c'est une bonne idée. Raphaël? Mais justement, il faudra voir si on va leur demander en premier lieu. Ouais. Autrement dit, y aura-t-il référendum? Il les amadoue un peu. Oui, et s'il y a référendum, c'est intéressant comment M. Vance en a parlé aujourd'hui. Quand on rentre un petit peu davantage dans les détails, là, parce qu'il a parlé de possible référendum d'abord sur une souveraineté du Groenland vis-à-vis le Danemark, suivi effectivement d'un espèce de processus de négociation avec les Américains. Il n'a pas parlé de référendum sur une annexion ou sur le fait de se joindre aux États-Unis. Pourquoi? Parce que politiquement, quand on regarde les sondages au Groenland, et je ne jouerai pas aux experts de la politique du Groenland, mais je peux vous dire que les sondages sont assez clairs. Il y a un appétit majoritaire depuis des années pour ce qui est de se séparer du Danemark. Oui. Les sondages dans les dernières semaines, il n'y a pas eu 1 million qui ont été menés. Comme Michel le disait, c'est un tout petit bassin de population, à peu près 50 000 personnes. Il n'y a pas d'appétit non plus, loin de là, pour se joindre aux États-Unis. Donc, à partir du moment où même dans un monde théorique, et je ne sais pas que ça va se produire, même si ça se produisait, qu'il y a un référendum dans lequel le Groenland dit « on se sépare du Danemark ». Et encore une fois, faudrait-il bien que le Danemark accepte que le référendum soit tenu en premier lieu, même si ça se produisait. Après coup, s'il n'y a pas d'appétit du côté du Groenland de se joindre aux États-Unis, quelle est l'étape suivante de la part de l'administration américaine qui ne jure publiquement que par le principe d'autodétermination? À partir du moment où les gens du Groenland disent « on n'est pas intéressé à vous joindre », qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que ça? Et à date, la question n'a pas vraiment été posée, la réponse n'a pas été donnée non plus. Là. Catherine? Bien, oui, mais en fait, le Groenland est une région semi-autonome par rapport au Danemark. Ils ont signé en 2009 une entente comme quoi ils peuvent déclarer leur indépendance à tout moment. Donc, je pense que la seule chose qui retient les gens du Groenland, je ne sais pas comment on les appelle, là, les Groenlandais, je pense, oui. Les Groenlandais, c'est qu'ils n'auraient pas de capacité de survivre économiquement. Donc, il faudrait des subventions quand même de l'ancien bateau-mère, là. Et donc, je pense que les États-Unis ont vu cette opportunité-là. Puis c'est assez spécial de voir, tu sais, les États-Unis accuser un peu la menace de la Chine et de la Russie pour se construire un narratif autour de ça. Ils ont même, je ne sais pas si vous avez vu, sorti une vidéo sur l'effort conjoint des États-Unis et du Groenland pour repousser les nazis à l'époque et comme quoi ces deux peuples sont liés par un patriotisme. T'sais. Alors, ça va loin dans la construction du narratif. Et l'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est quand on regarde la carte, ben entre le Groenland et l'Alaska, il y a le Canada. Il y a le Canada, oui. Exactement. Donc, tantôt, on parlait des concessions possibles du Canada dans des... parce qu'il faut voir, M. Carney a amené dans les discussions, ce n'est plus juste une entente économique, c'est une entente économique et de sécurité. Et ça comprend des dépenses militaires, mais ça comprend des dépenses militaires où? Dans l'Arctique. Et dans l'Arctique, il y a le passage du Nord-Ouest que les États-Unis n'ont jamais reconnu comme canadien.
Alors, je pense, encore une fois, attendons parce que les ambitions impérialistes de Donald Trump ne sont pas terminées. C'est bien groenlandais qu'il faut dire, d'ailleurs, pour les gens qui habitent le Groenland. Bon, Voilà. pardon non, aux mais gens c'est du Groenland. aucun souci. On l'a presque appris avec vous, Catherine. Notre troisième sujet, en milieu de semaine, on aurait dit, on va commencer avec ça au panel américain vendredi parce que c'est tellement gros. On l'appelle désormais le Signal Gate, là, cette histoire de groupe de discussion sur Signal auquel on a mis par erreur, ajouté par erreur ce reporter, ce journaliste de The Atlantic. Puis, oups, tout d'un coup, parce qu'on posait beaucoup de questions aux élus républicains, à Pete Hegseth, entre autres, en fait, pas aux élus, mais au secrétaire à la Défense, puis Mme Gabbard. Bien là, on impose des tarifs dans le monde de l'auto comme si on voulait un peu tourner l'attention de ce Signal Gate, mais en quel... C'est très gros, cette histoire-là, Raphaël, là, quand même. Sur le fond, objectivement, c'est un vrai scandale. Je répète depuis les derniers jours que c'est pas tout ce qu'on brandit parfois comme étant un scandale ou une énorme controverse qui touche Donald Trump, qu'il y en ait un dans les faits. Ça, c'en est un. Et c'en est un simultanément à plusieurs niveaux. La quantité, la nature de personnes impliquées, le secrétaire à la Défense, la directrice des services de renseignement, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, le conseiller à la Sécurité nationale, etc. Et le fait, évidemment, qu'on a à la fois une tentative claire, peu importe ce que les porte-parole de la Maison-Blanche essaient de justifier depuis les derniers jours, d'avoir contourner les règles sur la transparence, sur le partage d'informations, la pure incompétence dans cette tentative de contourner les règles en incluant évidemment de façon involontaire ce journaliste du magazine The Atlantic. Mais au final, toutes ces personnes-là, à une seule exception, c'est-à-dire M. Vance, qui est le vice-président et donc qui est élu comme l'est le président des États-Unis, toutes ces autres personnes-là sont engagées par le président des États-Unis, servent à son gré. À partir du moment où le président fait comme il l'a fait depuis les dernières journées et dit on tourne la page, c'est une erreur, on passe à autre chose. Après coup, la question qui suit, c'est de savoir est-ce que la pression va commencer à devenir plus forte, non pas des médias majeurs américains, parce que la réponse clairement est oui. Même chose, évidemment, du côté des démocrates, mais de la part des élus républicains. Et à date, on marche quand même dans le rang, comme c'est le cas pour à peu près tous les scandales qu'on a eus depuis 10 ans qui entourent M. Trump, tout au moins en public. Et dernier petit point, parce que ça n'a pas été mentionné, ou à peine, l'aspect sur le fond qui est peut-être dans les faits le plus scandaleux, ou qui devrait l'être dans tout ce scandale-là, c'est la question du bombardement d'un pays étranger par rapport auquel le Congrès américain, qui est la seule entité dans la Constitution américaine qui a le droit de déclarer la guerre, n'a jamais émis de déclaration de guerre formelle et directe. Et non seulement le président et son cabinet parlent de bombarder ouvertement, on le fait dans les faits, et on le fait avec un ton absolument débonnaire. Pour ceux et celles qui ont vu, ne serait-ce que de façon transversale, les extraits, c'est monnaie courante, et ça, on ne le relève même pas. Mais c'est digne de mention, je vous soumettrai. On parle bien sûr de frappe au Yémen dans ces échanges-là. Michel? Ce qui m'a frappé, moi, c'est le côté carrément amateur de cette affaire-là. C'est comme des gens qui utilisent Signal, une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone en à peu près 30 secondes et qui a un certain niveau d'encryptage, mais je veux dire, c'est pas un pool de hockey où on donne les résultats, là. C'est une attaque contre un pays souverain d'ailleurs, c'est important de le dire. Mais quand on lit le transcript des conversations, c'est des gens qui n'avaient pas l'air de prendre ça au sérieux, qui passaient leur message sur l'Europe aussi et tout ça. Ça donne une impression d'amateurisme, de manque de sérieux. Il manquait d'adultes dans la conversation, là. Et c'est ça qui est le plus troublant, c'est que les gens qui sont en charge de la sécurité nationale aux États-Unis sont capables de faire des bêtises comme ça. L'adulte dans la conversation, Catherine, c'était le journaliste, finalement. Oui, on dirait bien. Mais non, je suis d'accord, ça manque de sérieux. Puis sorti du contexte comme ça, c'est pire. Je veux dire, c'est atroce quand ça arrive. Je peux vous dire, moi, j'ai été au gouvernement longtemps, puis malheureusement, ça m'est arrivé dans le temps, on avait des BlackBerry, là, quand on se rapporte à 2006, là. Mais de créer un groupe et d'inclure, même dans un courriel, un journaliste par erreur et envoyer des informations sensibles, c'est pas drôle, là. Bon, dans mon cas, c'était pas vraiment des informations sensibles, certainement pas des plans de guerre. Donc, ça démontre aussi le manque de sérieux, comme on dit mes collègues, autour de ce sujet-là. Il y avait même des emojis dans les conversations, si vous les avez vus, là, Bon, donc, alors, tu sais, à un moment donné, il faut de la retenue. Tout est public. Tout peut devenir public.
toute conversation du gouvernement, des textos, etc., par une cour de justice, d'ailleurs, peut devenir publique. Donc, il faut que ces gens-là apprennent ce que c'est de représenter le gouvernement américain puis d'être dans le service public et qu'ils agissent en connaissance de cause. Sinon, ces histoires-là vont se répéter. Mais à la fin, c'est tellement étonnant de voir un plan de guerre, comme le disait Michel, avec presque au premier niveau, là, alors qu'on parle de vie humaine. Mais ça démontre aussi, écoute, à l'époque, on avait des téléphones spéciaux, on avait 2 ordinateurs, il fallait ouvrir un ordinateur quand on avait des communications sensibles, on se promenait avec des grosses valises et puis même des comment on appelle ça, donc c'était barré à notre poignet. On est dans une autre époque complètement où l'information est traitée de manière avec une désinvolture, même au sein de la défense américaine. Mais est-ce que ça va les suivre, d'après vous, Raphaël? On verra. C'est un petit peu la question rhétorique que je posais tantôt. Pour l'instant, on marche dans le rang, on serre les rangs. Pour les républicains. Les démocrates, bien sûr, ont parlé fort. On a reparlé d'Hillary Clinton, qui, elle, a dit, vous devez c'est pas vrai. Voyons, est-ce que vous rigolez, là? Bien, ce qui est assez ridicule de part et d'autre lorsqu'on évoque Mme Clinton, c'est que les républicains lui font la morale 10 ans plus tard en disant que son cas à elle était pire. J'imagine que c'est discutable jusqu'à un certain point. Et en même temps, elle sort de l'ombre en disant que c'est épouvantable ce que l'équipe de M. Trump a fait, alors qu'elle n'est pas tout à fait dans la meilleure position, disons, pour elle-même juger qui que ce soit. Donc, il y a ça qui est complètement surréaliste. Mais encore une fois, tant aussi longtemps que les élus républicains à Washington ne mettent pas plus de pression publiquement, j'ai un petit peu de misère à voir en quoi c'est le scandale qui va entraîner quelque chose de vraiment problématique pour l'administration Trump, pour le président Trump politiquement. Ce qui risque de lui faire beaucoup plus mal, c'est la gestion chaotique des questions tarifaires et de façon beaucoup plus large de l'économie. Et quand on regarde les sondages qu'on a eus cette semaine, notamment le sondage Gallup publié hier, par plus de 10 points de pourcentage, présentement, on désapprouve de sa gestion d'économie. Et sur la question plus spécifique et encore immensément épineuse de l'inflation, c'est par une marge de 20 points qu'on dit désapprouver de sa gestion. Ça, c'est pas mal plus proche des préoccupations des lecteurs moyens, même si, encore une fois, sur le fond, l'histoire de Signal, c'est un réel scandale. Est-ce qu'il sent un peu la soupe chaude, le président Trump, Michel C., parce qu'on voit que celle qu'il voulait nommer ambassadrice à l'ONU, Elise Stefanik, bien, finalement, elle va rester au Congrès. On a une très mince majorité, là. Oui, la majorité est très mince. Mme Stefanik, qui est d'ailleurs la députée de la frontière canadienne, sa députée de Plattsburgh. De Plattsburgh, oui, c'est ça. Qui devait être à l'ONU, on a dit... OK, tu ne peux pas t'en aller à l'ONU, on a besoin que tu gardes ton siège. Il y a deux élections spéciales en Floride au cours des prochains jours et semble-t-il que ça ne va pas super bien pour les républicains dans des comtés qui ne devraient même pas penser voter démocrate. Dans le comté de Mme Stefanik, c'est aussi un comté fortement républicain dans le nord de l'État de New York, mais quand même, elle n'avait pas une si grande marge de victoire que ça. Et ça, si ces 3 comtés là avait basculé, c'est la majorité des républicains à la Chambre qui était menacée. Alors, on voit ce que Raphaël dit, là, ça va pas trop bien. Là. Ça commence à sortir dans les sondages. Maintenant, quand est-ce qu'un élu républicain, le premier, va briser la glace? Ça, c'est une autre histoire, mais à un moment donné, ça va arriver. Vous me permettrez de terminer en disant que je remercie Catherine. Je pensais que j'étais la seule personne dans le panel qui savait c'était quoi un BlackBerry. Catherine? Même moi, je sais c'est quoi, longtemps, Michel. En effet. Ça nous rajeunit pas. Hein? Avant ça, les Palm Pilots. Mais non, pour Mme Stefanik, que j'ai connue d'ailleurs quand j'étais déléguée générale du Québec à New York, tu sais, dans ce coin-là, il y a 2 choses. Là. Dans ce coin-là, c'est comme un peu être un Canado-américain, puis tu sais, des 2 côtés de la frontière, les gens s'aiment. Il y a 400 000 personnes qui traversent la frontière pour aller travailler tous les jours. Les entreprises là-bas, c'est des jobs chez nous, chez eux. Donc, oui, c'est vrai qu'elle peut peut-être être en danger, finalement, parce que la donne a complètement changé sur la question de la frontière et des relations canado-américaines. Puis c'est vraiment, comme on dit en anglais, une attaque dog de M. Trump. Alors, il y a besoin d'elle au Congrès. Ces 2 sièges-là, les sièges, si je ne me trompe pas, de Gates, qui a failli être Attorney General, et le siège de Mike Waltz, qui est le conseiller en sécurité nationale, qui
qui est justement la personne responsable dans Signalgate. C'est 2 sièges extrêmement importants. Il y a un budget en ce moment qui va être voté au Congrès. Il y a de l'aide militaire là-dedans, il y a de l'aide internationale, pas de l'aide militaire, mais de l'argent militaire, de l'aide internationale. Monsieur Trump a besoin de ces appuis-là. Raphaël, Michel, Catherine, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.